La première, est-ce qu'on a tenu compte des statistiques du commissariat au plan, donc concernant le handicap au Maroc en général, et concernant peut-être qu'il peut y avoir des précisions, donc en fait indiquées dans les statistiques que vous avez présentées. Deuxième chose, est-ce que vous avez présenté le rendement interne? A-t-on une idée du rendement externe? Donc l'employabilité, l'insertion, ça c'est très important pour nous pour savoir donc en fait comment on peut orienter la formation des filières qui peut être pertinente. Je m'arrête là, je vous remercie. Sabine a déjà assisté à une réunion avec des experts espagnols et américains concernant l'insertion des malvoyants non-voyants. C'est une expérience qui a été menée en Mexique pour former les gens en tant que guide touristique. Et depuis cette réunion, je n'ai jamais entendu parler de suivi de cette réunion. J'aime bien, c'est un souhait que je porte à Mme Darcy pour déterresser ce dossier, parce que c'est une expérience qu'on peut mener ici au Maroc, parce que nous sommes un pays touristique, et pourquoi pas bénéficier de l'expertise de ces gens qui étaient venus dans le cadre d'une coopération internationale. Alors, je suis prêt à suivre, assister Mme Gassi pour déterrer ce dossier et pourquoi pas bénéficier du Maroc de cette expérience. Merci. أنا هذه المجموعة من الوقائع اللي جات في التدخلات ديال السادة الأساتذة اللي تؤكد على أن هذه الفئة هي قادرة على العطاء، هي قادرة على الإنتاج، قادرة على مجموعة لها قدرات قوية. بمجرد أن توفر لها بنية الاستقبال المناسبة فهي تستطيع أن تندمج. كما تقول فالأغلبية لهذه الطلبة أو نسبة 12% منهم أنهم يقدروا أنهم يأخذوا الإجازة ديالهم في سيكل نورمال. هذا يعني أنهم كيبينوا لا قدرة دائمة، وبالتالي وجب تعزيز بنية الاستقبال وكذلك الاهتمام بتعليم ما قبل الجامعي. وكذلك مرة انتباهي في مداخلة الأستاذ السوقي، أعتقد أن المسألة ديال الإدماج ديالي في القطاع العام فهو قضائي نسبة ضئيلة جدا، 1% غير كافية، 1% غير كافية ومنطلق فقط غير تفعيل ديك 7% من القطاعات فيها مجموعة ديال الإشكاليات اللي التفعيل ديالها يبقى حادث الأوراق. بالإضافة إلى مسألة تشغيل القطاع الخاص، تعتقد أنه حان الوقت لوضع قانون يلزم المقاولات بتخصيص حصص أو نسبة لتشغيل هذه الفئة. إذا اليوم كنحضر معنا الممثلين على الاتحاد مع المقاولات المغرب، إذا حان الوقت للتشاور ولا وضع قانون إطار كما وضعته الدولة في الوظيفة العمومية ديال 7%. لماذا وضع واحد الخطط هي في القطاع الخاص اللي من خلالها يتمكنوا هاد الناس هما ينتجوا في القطاع الخاص، لأن اللي يشتغل في القطاع الخاص ديال الناس ديال الاحتياجات الخاصة كيبقى ضعيف جدا. وشكرا. Effectivement, un jeune qui commence la vie entrepreneuriale n'est jamais capable de gérer une somme d'argent, il n'a pas les compétences nécessaires, il n'a pas son formation, et ça serait un risque comme ça de donner 60 grammes à un jeune pour la gérer par la suite. Donc, effectivement, on est conscient de cette difficulté. C'est pour cela que lorsqu'on accompagne le jeune à travers l'élaboration de son business plan, on insiste beaucoup sur les équipements dont il a besoin. Donc, il doit nous présenter quel type d'équipement il aura au niveau de son entreprise pour la production des biens et services. Donc, à travers ces équipements, il est parvenu à nous ramener des factures, des devis, des factures même, on va même faire des factures des équipements qui sera appelés à acheter. Et après, on essaie nous de vérifier et d'aller voir est-ce que la véracité des données que nous
vous a présenté. Donc ce n'est qu'après toute cette étude, tout ce suivi, et avoir vraiment s'assurer de la pertinence de la dépense, qu'on donne une somme qui est normalement appelée à subvenir à ses besoins à chaque équipement. Et on ne s'arrête pas là, juste 2 mois, 3 mois après, on se déplace pour vérifier est-ce que les équipements qu'on a identifiés auparavant sont effectivement au niveau de l'entreprise, ils étaient achetés, ils sont fonctionnels. Donc vraiment, on est très vigilant par rapport à ce point, de suivi, de suivre vraiment. Mais de toute façon, on doit accompagner la formation managériale et administrative du jeune. Ça, je l'ai dit dans mon intervention que le point sur lequel on va insister aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités managériales et entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs. Il ne suffit pas de les accompagner avant la création, pré-création, mais surtout post-création pour qu'ils puissent réussir après dans l'activité de son entreprise. C'est la première fois, comme j'ai dit, on partage souvent l'information. Pour la simple raison, on a essayé d'analyser la qualité des données des années précédentes. Vu qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts des années précédentes sur cette dimension, on va publier ces données. Et cette année, on a atteint, si vous voulez, la maturité statistique, les statistiques qu'on a. Et on a dit que c'est le moment de partager et diffuser cette information, puisqu'on juge la qualité, c'est une qualité faible. Donc, c'est la première fois, et même en collaboration avec le ministère de la Famille, c'est la première année qu'on va mettre les sites, les données sur les gens en situation de handicap sur le site. C'est la première fois cette année. Concernant le rendement externe, ça c'est un point qui est discuté, vu que même pour les étudiants qui nous sont considérés, c'est globalement pour les étudiants, on n'a pas mené jusqu'à date l'étude nationale. Il y a des études qui sont menées par quelques établissements, par quelques universités, mais à l'échelle nationale, on pense à mener une étude nationale pour la globalité des étudiants, incluant cette population. Et comme ça, on peut dégager les indicateurs qui sont des indicateurs. نقطة أخرى بالنسبة لتعزيز قيمة الاستقبال، هذا أكيد هذا هو أصل حتى ولو شفنا لاحظنا الإحصائيات الأستاذ إبراهيم يقول لنا أن وطنيا الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية هم قلال. لاحظنا في التعليم العالي هما أكثر. علاش ما كيحتاجوش تكنولوجيات؟ لأن سهل دخول ديالهم للتربية البريمير إلى الابتدائي والثانوي وبالتالي حتى للتعليم العالي. لكن أشخاص آخرين إعاقة أخرى حقيقية هذا الذي يجب وضع البنيات التحتية الأساسية لاستقبال هذا الطلب. وأؤمن أذكر في الأخير بأن التعليم العالي ليس هناك حاجز لدخول التعليم العالي، حاجز وحيد هي البكالوريا. أي شخص له البكالوريا في مكان الطالب في وضعية إعاقة أو غير وضعية إعاقة له حق دخول. إشكالية أظنها أن يجب قيام بدراسات التي تحول دون وصول هي المشاكل داخل المنظومه بالمجتمع كله. اظن هذا هو القصد، خاص تكون منظومه سلسه بالنسبه للاشخاص، المرور من الابتدائي للاعدادي للثانوي للتعليم العالي. هذه نقط المرور خاصها تكون نقط سلسه بالنسبه لهذا الاشخاص. بدايه نشكركم على التفاعل وعلى الاسئله المهمه. ساعود الى السؤال الاول فيما يتعلق بالدعم. الدعم يسلم للشخص حامل المشروع مباشرة عن طريق شركة. يسلم عبر مراحل، بمعنى أنه مبلغ الدعم الذي سوف يقدم لحامل المشروع إذا كان مقداره 60,000 درهم سوف يقدم له على شهرين، على مرحلتين. المرحلة الأولى غيكون فيها 30,000 درهم، المرحلة الثانية غيكون فيها 30,000 درهم، المجموع هو 60,000 درهم. يسلم الشيك مباشرة بمعنى الأمر. الاستثناء هو الإعاقات الذهنية. الإعاقات الذهنية يسلم سواء الأم أو الأب، بمعنى النائب الشرعي للشاب أو الشابة بوضعية إعاقة. بالنسبة لطبيعة الدعم فهو ليس بقرض، بمعنى أنه الذي يستفيد منه لا يلزم بإرجاعه. المنطقي أنه يشترط ويلتزم المستفيد من الدعم بأن يصرفه في المشروع وأن لا يصرفه في مجالات خارجة عن المشروع.
كذلك بالنسبة للتتبع فالتتبع تقوم بالتعاون الوطني وهي مؤسسة عمومية هي التي تسهر على هذه الخدمة تسهر على التتبع حين تقوم بزيارات لحامل المشاريع من أجل الوقوف على مدى تطور إنجاز مشاريعهم. تساهم في هذه العملية كذلك الوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل والكفاءة. بالنسبة للسؤال الثاني ربما سوف الخدمة وما يتعلق بالإحصاءات والإحصائيات في المغرب من أراد الأرقام الدقيقة في مجال الإعاقة يجب أن يطالع البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أنجز في 2014. البحث الوطني الثاني اعتمد منهجية مجموعة واشنطن للدراسات والإحصاءات في مجال الإعاقة. كذلك تمت المصادقة على منهجية البحث من طرف الندوية السامية للتخطيط، أي أن الإحصاء العام للسكان والسكنة تكون أرقامه بين قوسين أقل ما تقول دقة، غادي نقولوا أقل تفصيلا بالنسبة للبحوث الموضوعاتية. فبالتالي من هذه الأرقام التي تكون أكثر تفصيلا فعليه مطالعة البحث الوطني للتاريخ والإعاقة. بالمناسبة كانت تم عرضه هنا فقط في المدخل ديال هذا القاع. بالنسبة للإشكال المتعلق بنسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام بالنسبة ل 7% ماشي 1%، 1.7 أو 1.8%، فهي نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم الموظفون يعني الذين يمارسون حاليا في الوظيفة العمومية. أما نسبة الولوج الوظيفة العمومية فهي 7%. للأسف راكمنا تأخرات، كان هناك بعض النقائص في تطبيق هذه النسبة. حاليا مع المباريات الخاصة بذوي الإعاقة أعتقد أننا تجاوزنا المرحلة. بالنسبة لوضع حصيص ملزم للمقاولة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، فالمادة 15 من قانون الإطار تنص على وضع إطار تعاقدي ما بين الدولة ومؤسسات مقاولة القطاع الخاص، بمعنى أنه لا يمكننا أن نأتي ونلزم المقاولات بنسبة معينة، بل يجب أن تكون هذه النسبة بعد تفاوض ومفاوضات كي تكون مقبولة من الطرفين وكي تفعل فعليا في أرض الواقع، لأنه جميع التجارب في جميع الدول وبدون استثناء وخبراء المنظمة العالمية للشغل يعني يعتبرونها مرارا وتكرارا أن جميع أنظمة الحصيص أو النسبة في العالم فهي أنظمة فاشلة، إلى درجة أن بعض الدول ومثلا في مثال فرنسا يفضل بعض المقاولون على أنهم يؤدون 600 مرة السنين في مقابل تشغيل شخص ذوي الإعاقة، بما أن يفضل 600 نضرب على 1200 يورو يخلص هذاك المبلغ هذاك على أنه يشغل شخص ذوي الإعاقة. وبالتالي فرض نسب أو حصيص بدون أن يكون متفاوضا بشكل بدون أن يكون مقبول من المقاولات أعتقد لن يجدي نفع. هذا الإطار التعاقدي هو اللي خدامين حاليا مع جميع الشركاء والمتدخلين في العملية، ولا سيما الفيدرالية الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكتفي بهذا القدر وشكرا لكم. C'est le deuxième panel intitulé Quels emplois urgents pour les en situation de handicap. J'appellerai donc la NAPEC toujours avec ses brébiches, s'il vous plaît. Madame Alaoui, directrice de la FEM RSK, la région Rabat Salé Kintra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Abdelhamid Rami, président fondateur de la maison de l'entrepreneur, AGR Academy. J'appellerai aussi Monsieur Monsef Chokari, chef de projet Handicap International. Et j'appellerai donc Monsieur Jamali, je crois qu'il y a une représentante de l'association
domaine de la promotion des métiers touristes et Madame Salah Bedawi de la mer. Voilà. Aujourd'hui, avec nous, je vais donner la parole aux différents intervenants pour se présenter, après une brève intervention pour vous communiquer un peu la position de la CGM au niveau de l'emploi de l'handicap. À notre avis, moi j'ai noté 4 points qui sont importants dans le cadre de la formation des personnes souffrant d'un handicap quelconque. La première, c'est au niveau tout ce qui concerne la sécurité santé au travail. Le message envoyé par la CGM pour augmenter les chances d'employabilité d'un handicap, il faudrait que dans le cursus de formation, quelle que soit la nature de ce cursus, qu'il y ait un volet santé, sécurité au travail, pour que le candidat, quand il se présente dans l'entreprise, il est déjà formé, sensibilisé, il connaît déjà les outils, les règles pour éviter tout accident dans le cadre de son travail. Donc, connaissance parfaite des risques pour le poste de travail qu'il va occuper. Il est bien entendu que les entreprises, quand elles recrutent un employé à handicap, quelle que soit sa nature, il passera par toute une phase de formation, de sensibilisation pour lui donner tous les outils pour réussir son emploi. Le deuxième point, quand il se présente comme candidat, c'est bien qu'il présente un dossier médical, indiquer les médecins traitants, pour rassurer un peu l'entreprise, ils savent à quoi s'en tenir, comment l'assister en cas de besoin. Le troisième point, c'est la communication. C'est-à-dire il est toujours intéressant que le candidat à un emploi et qui présente un handicap, qu'il puisse maîtriser tous les outils de communication et de préférence maîtriser les 3 langues, au moins l'arabe, le français et l'anglais. L'autre dernier point, c'est sa capacité d'adaptation. Donc dans sa préparation, dans son cursus, il est intéressant que dans le cursus, on lui donne les outils pour qu'il puisse se forger et avoir suffisamment de potentiel pour s'adapter à n'importe quel emploi. Ce sont d'après moi, d'après mon modeste expérience, des atouts pour l'employabilité d'un handicap. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole aux différents intervenants. Je vais leur demander de se présenter parce qu'il y a eu des changements. Donc on commence par mademoiselle du Café au fond. S'il vous plaît, prenez le micro, présentez-vous et quel organisme vous représentez. C'est Madame Ajarabi Khaoula, chef de projet d'insertion professionnelle chez Handicap International. Ansel Chakraoui, chef de projet d'insertion professionnelle, Handicap International. Yassir Attab, chef de projet RH chez Webel. Ali Delpich, responsable partenariat au niveau de la FEDRA avec Elitra. Sana Bedawi, directrice de l'Association marocaine de la relation d'AMC. D'entreprise de la région Rabat Salih. Abdelhamid Fahmi, président de l'association de la maison de l'auto-entrepreneur. Merci. Donc vous avez 5 minutes par intervenant, s'il vous plaît. Et je vais mettre le chrono dans ma main. Et si vous me voyez bouger, ça veut dire que vous êtes en train de dépasser le temps, je vais intervenir. Très bien, allez-y, madame. Alors, par rapport à la demande de travail, on accompagne les jeunes en situation de handicap à travers des partenariats associatifs, à travers des partenariats avec des organismes tels que la NAPEC, à améliorer leur employabilité. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes en situation de handicap cumulent et les difficultés connues par les jeunes en général et les différents obstacles et barrières auxquels ils font obstacle tout au long de leur vie, que ce soit pour accéder à un diagnostic, pour accéder à une prise en charge adaptée, pour accéder à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Du côté des employeurs, nous avons une offre d'accompagnement pour aider les entreprises qui ont la volonté d'être handi-accueillantes
à mettre en place tous les aménagements nécessaires pour le faire. Donc ça passe par de la sensibilisation des collaborateurs, par l'accompagnement sur des volets un petit peu plus techniques, on en reviendra là-dessus, notamment par exemple pour les personnes aveugles et malvoyantes, mettre en place les solutions techniques au niveau des postes de travail. Je laisserai peut-être la parole à la MRC pour en parler plus en détail. Donc l'approche qui est adoptée dans ce projet est celle d'une inclusion et de partir de l'inclusion et aussi de partir des souhaits des personnes. Je remercie d'ailleurs l'étudiant Mouline Daoui d'avoir soulevé cette question très importante, c'est que on ne peut pas décider à la place des personnes en situation de handicap et on ne peut pas reproduire des clichés en disant tel type de handicap, tel type de métier. Tout comme on ne détermine pas des métiers féminins ou masculins, on ne détermine pas des métiers pour les diabétiques, pour les personnes petites de taille, pour les personnes en surpoids, on ne peut pas continuer à parler de référentiel métier handicap. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc, juste pour préciser ce que tu as dit, on n'est pas là pour faire une matrice où on dit quel type d'emploi, pour quel type de personnes sont handicap, mais on est là pour parler quels sont les métiers qui recrutent en masse aujourd'hui au Maroc, que ce soit les métiers de la relation client, que ce soit les métiers de l'aéronautique, de l'automobile. Donc, c'est cette réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui pour aboutir à des résultats concrets et pour ne pas discriminer personne. Par rapport à ça, on a commencé un travail concret avec les entreprises, où on fait un diagnostic, on essaie de relever les barrières et de leur proposer les candidats adéquats à leurs besoins de recrutement. Donc on travaille sur les deux volets, c'est-à-dire volet entreprise, on prépare l'entreprise avec inclusif, mais aussi le volet candidat, où on prépare les candidats en situation de handicap en renforçant leurs soft skills, en renforçant leurs compétences linguistiques, parce que c'est ce qui est demandé aujourd'hui dans le marché du travail. Le marché du travail aujourd'hui demande des soft skills, il demande un centre d'adaptation, parce que la formation elle peut se faire en interne chez l'entreprise. Mais il faut avoir des prérequis. Et les prérequis de base, c'est ça. C'est la confiance en soi, c'est la capacité de bien se présenter, de défendre, de valoriser sa personnalité. Tout ça, ça compte. Donc on travaille aussi sur le volet candidat, on prépare un peu les candidats au marché du travail. On a un petit stand, vous pouvez venir nous voir par la suite, où on a bien sûr des opportunités. Il y a des candidats et s'il y en a d'autres ici dans la salle qui viennent nous voir, on est prêt à changer avec eux, à leur présenter les opportunités qui sont présentes aujourd'hui dans le marché. Et voilà, si on est là pour tout type de collaboration ou de partenariat avec qui que ce soit un acteur institutionnel ou associatif, donc on est en train de promouvoir tout type de partenariat. Et voilà, vu que je vous vois en train de bouger, voilà. Je peux vous Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était concis, précis et essentiel. Je suis un peu plus généreux, donc je risque d'être un peu plus expansif. 3 minutes, je te donne mon antenne. Alors justement, je viens d'un environnement de partenaire avec AMRC, avec l'ANATEC et également Handicap International. Je représente la société Rebelle, qui est dans ce programme depuis déjà 1 an ou plus d'1 an. Webel, si vous connaissez, c'est une entreprise qui est faite de femmes et d'hommes. C'est une entreprise qui est faite avec des gens. Nous sommes 10 000 collaborateurs au Maroc et avec cet engagement de faire tourner cette machine du capital humain, nous avons un engagement vis-à-vis de la société civile en termes de diversité. C'est pour cette raison que nous sommes également signataires de la charte de la diversité, du pacte mondial. Également, nous avons des différents labels qui ces labels ne sont pas tout simplement des récompenses, mais également une mesure de contrôle, d'engagement. Derrière, il y a des gens qui viennent, qui sont entre autres sur le handicap, qui représente un volet super important, puisque, comme vous pouvez le constater pour un centre de la relation client, nous n'avons pas de produit proprement dit que nous faisons du fait, mais notre force se situe derrière les gens. C'est pour cette raison que nous avons nous travaillons avec ce task force, je dirais, pour l'insertion des personnes à besoins spécifiques et des personnes en situation de handicap. Et nous élaborons ainsi des politiques handicap et des actions du quotidien qui permettront aussi bien aux gens d'être intéressés par ce métier et également pour
nous de dire que voilà, nous sommes anti-accueillants et qu'il faut casser tous les stéréotypes de l'insertion dans un monde comme par exemple le monde des centres de la relation client. Dites-moi si je suis toujours... Très bien, très bien. Bravo. C'est un marathon. Et du coup, notre combat de tous les jours, c'est d'aller recruter, d'aller chercher déjà les candidats, de les recruter, de les mettre en confort par rapport à leur première ou X insertion, expérience de travail. Et cela passe par, comme j'ai dit, par toute une politique qui est très très bien étudiée depuis le sourcing, notamment comment est-ce que nous communiquons sur notre volonté forte à recruter des personnes à besoins spécifiques, comment nous les recrutons, comment nous les insérons dans le domaine de le travail à travers des aménagements de postes. Et l'un des intervenants tout à l'heure parlait d'aménagement de postes, effectivement, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuons à faire, aussi bien pour les types de handicap tout type de handicap. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accentuer le travail sur le handicap visuel. Et également dans le maintien de l'emploi à travers la formation, à travers également l'aménagement aussi bien du poste que le temps de travail. Et, merci monsieur. Merci beaucoup. Suivant, merci. Pour ces personnes en situation de handicap, en collaboration avec l'entraide nationale et l'agence de développement social, on travaille sur la création d'activités pour ces jeunes qui sont en situation de handicap. La part de l'ANAPEC, c'est l'accompagnement de ces porteurs de projets, de l'idée de projet jusqu'à la création de l'activité, bien sûr en préparant ces gens-là à postuler pour bénéficier du fonds de solidarité. Un autre point que nous avons aussi intégré, c'est au niveau de nos études prospectives sur l'emploi. Pour l'année 2020, on va procéder on va aller chercher les postes qui sont demandés pour les personnes en situation de handicap. Donc pour notre étude, le travail qui est fait, c'est qu'on cherche les besoins potentiels sur le marché du travail. Pour l'année prochaine, on ira plus loin pour les besoins potentiels sur le marché du travail pour les personnes handicapées. Et tout ça passe par un diagnostic, une catégorisation par rapport à des conformités bien déterminées qui vont nous permettre de trouver le bon handicapé qu'il faut. Donc, je passe par rapport à... S'il vous plaît. Je passe la parole à... Profitez des 3 minutes. Je vais être très très bref. Moi, je voulais juste déjà remercier cette initiative qui, à mon sens, est franchement la bienvenue. Pour nous, c'est l'occasion aussi de présenter un peu la MRC, ce que fait la MRC. C'est l'association marocaine de la relation client qui regroupe aujourd'hui beaucoup d'acteurs et des acteurs qui sont reconnus. Aujourd'hui, on est scindé, notre secteur de l'offshoring est scindé en 5 écosystèmes et notamment la partie CRM qui représente à peu près 70%. Alors la partie CRM, c'est la gestion de la relation client et pour laquelle, franchement, nous portes sont ouvertes pour le recrutement des personnes en situation de handicap. Nous sommes en collaboration depuis quelques mois avec International, dans des années qu'on collabore, mais depuis quelques mois principalement sur l'intégration de personnes déficientes visuellement. On a lancé un groupe, on est en train de lancer un groupe sur Canva actuellement, avec une vingtaine de personnes, mobilité réduite. On va les former pendant 4 mois pour une mise à niveau au niveau de la langue française, afin de pouvoir les intégrer, leur donner toutes les chances d'intégrer notre secteur. Je ne vais pas rentrer dans des détails pour expliquer quels sont les avantages qu'on a, les avantages sociaux, les salaires qui sont assez convenables, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on serait franchement très heureux de vous recevoir, quel que soit le type d'handicap. On y travaille main dans la main avec Handicap International. Et puis voilà, donc je vous encouragerai vivement à passer éventuellement d'Handicap International et les portes de tous les membres de l'AMRC sont ouvertes. On est là pour écouter toutes les suggestions, toutes les pistes d'amélioration. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, merci. Merci.
Merci beaucoup, madame. C'est excellent. AFEM, c'est une association fondée en 2000. C'est une association indépendante qui regroupe plus de 650 entreprises sur le territoire national. Et pour la mission, c'est promouvoir l'entrepreneuriat féminin et aussi encadrer et informer les porteuses de projets pour la création et encourage la création d'entreprises par les femmes parce que le pourcentage reste toujours faible par rapport aux autres entreprises gérées par des hommes. Nous avons 2 projets phares que je vais partager avec les lauréats de l'université qui sont dans des situations spécifiques, mais nous avons une appellation tout à fait différente parce qu'on a vécu des expériences avec des porteuses de projets qui étaient dans des situations pareilles, mais on les appelle qui ont des besoins, des personnes qui ont des capacités spécifiques parce qu'ils ont pu réussir leur carrière. On commence par le premier point, le projet phare, c'est l'incubation. La FEM était la première à mettre en place depuis 2006 l'incubateur pour l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on a une expérience très vaste. C'est un espace d'accueil qui offre une domiciliation commerciale durant 18 mois pour les porteuses de projets et aussi un groupe de formateurs et un programme d'accompagnement durant toute cette période. Sans oublier aussi un accompagnement personnalisé de mentoring qui est mené par des femmes, chefs d'entreprise qui ont déjà d'expérience pour accompagner les mentis, les mentors par rapport aux mentis. Et aussi un projet qui est citoyen, c'est le reprofilage. Le reprofilage, c'est un programme qui donne à des lauréats de l'université ou bien des lauréats des centres de la formation professionnelle d'avoir la chance d'être insérés suite à une formation adéquate aux besoins des entreprises qui font partie de notre réseau ou bien de d'autres réseaux qui font de la place ou bien sur l'échelle nationale. Merci beaucoup, madame. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله استقبل 3 دقائق واخا شوية باربور الطموح اللي بغينا نديرو. داكور. بون محمد فهمي رئيس جمعية دار المقاولة الذاتية لا ميزون دو لونتربرونور. أنا بغيت ندخل واحد النقطة كنشوفها مهمة لأن أمام هذه المعضلة الكبيرة ديال كيفاش نواجهوا هذا المشكل ديال الإدماج المعاقين. كاين فرق بين المبادرة والانيسياتيف والبروغرام والشونتي. حنا اليوم محتاجين ان فري شونتي. Alors que nous sommes en train de parler d'initiative, d'insérer 10 là, 5 là-bas, 3 côté. Finalement, alors que on parle de 2 millions de personnes, et on parle de plus de presque 50% de chômage, il nous faut un vrai chantier. C'est vrai qu'on en a besoin, ces opérations. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème, parce que chaque année, nous avons un stock en plus. Il faut la créativité, l'audace. Parce que tout simplement, le potentiel de recrutement en public, c'est tout va bien, public. Soi-disant que nous avons respecté le quota, ce qui n'est pas le cas. Les 7%. On est à 1500. Même pas. Nous avons le potentiel de création d'entreprises prévent-marrant, il varie entre 30 000 et 40 000 entreprises, entre petites, moyennes et grandes structures. Alors que le potentiel de recrutement, c'est uniquement réservé les moyennes et les grandes structures, ce qui représente 5%. Faites le calcul. 5% du 30 000, avec un potentiel de recrutement, si tout va bien, de 5% comme quota, nous sommes aussi à 1000 à 1500. Ça veut dire que tout le potentiel que nous avons ne dépasse pas 3000 et nous avons 2 millions de personnes qui attendent. Et il nous faut un vrai chantier. C'est pour cela qu'il faut du courage, il faut surtout le législateur, il doit agir. Ce qui n'est pas le cas. Nous, je parle de notre initiative, nous avons lancé comme action l'accompagnement des jeunes pour la création de l'auto-entrepreneuriat. Parce que tout le monde ne peut pas être recruté, tout le monde ne peut pas être salarié. Mais ces personnes, elles ont une compétence extraordinaire d'écoute, de partage, de productivité. Il faut investir là-dessus.
Et je crois que le vrai défi, si on arrive à créer le lien entre les entreprises existantes et l'entrepreneur handicapé, comme levier et collaborateur et opérateur et partenaire du tissu économique, là on va réussir. On aura des chiffres extraordinaires. Parce que toute entreprise, si on leur dit, est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec des handicapés partout au Maroc pour vendre vos prestations, vos produits, ils vont dire oui, en tant qu'entrepreneur. Mais le fait de leur dire, est-ce que vous êtes prêts à les recruter avant, on entre dans l'achat. C'est pas ça. Si on veut vraiment résoudre le problème, il faut du courage. Et je crois qu'il y en a pas mal d'initiatives, il y a trop d'organismes. Maintenant, il est temps qu'on s'organise nous-mêmes. Parce que chacun fait de son côté, à droite et à gauche, mais il n'y a pas un organisme qui nous regroupe. Nous, on a lancé une initiative OSER. On a appelé OSER, c'est des organismes au service de l'entrepreneuriat et donc pour qu'on puisse travailler ensemble, regrouper et échanger nos expériences. Deuxièmement, nous avons créé un guichet digital d'accompagnement des auto-entrepreneurs en leur proposant des concepts et des idées de projets réels avec des fournisseurs derrière, des entreprises. Et pour cela, nous avons lancé une opération que nous avons nommée Tisha Maro, qui propose aux entreprises d'élargir leur activité partout au Maroc en collaboration avec des personnes qui veulent entreprendre. Je suis à votre disposition pour toute question on la suite. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, avant de conclure, je vais laisser prendre 2 ou 3 questions. Après, on fera une petite synthèse et on vous libère. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions pour ce panel? كمشاركين في المشروع او في التدريب ان احنا بنبتدي ندور لهم على الممول. فاتمنى يكون الفكر ده يعني اعتقد ان دي فكره كويسه جدا احنا بنستخدمها وجابت نتيجه كويسه جدا من خلال المشروع. Donc il n'y a pas de problème d'accessibilité au niveau du ministère de l'ANAPEC. Deuxième point, le PNPE, le Programme national de promotion de l'emploi, prévoit une balise de mesures destinées à des populations spécifiques, y compris les PSH. Donc ils vont bénéficier, il y aura des outils qui seront mis en place qui vont permettre à cette population de se valoriser sur le marché du travail et mettre en valeur leurs compétences qui sont importantes et non négligées. Donc, troisième point, c'est que les mesures actives de l'emploi qui sont destinées à toutes les catégories de chercheurs d'emploi, cette population sont aussi bénéficiaires. Ils comptent 3 grandes mesures phares. L'aménagement de postes, l'adaptation de postes demande quand même une certaine expertise et un certain accompagnement. Le fait de mettre en place de l'accessibilité physique ne garantit pas que le lieu soit rempli à vie. Ça passe beaucoup par les attitudes, ça passe beaucoup par tout un tas d'aménagements raisonnables, parce qu'il est difficile des fois de mettre en place l'accessibilité universelle. Donc je vais en donner juste une petite anecdote très rapidement. En France, j'ai été en situation de handicap avec des équipes. J'ai l'expérience dans 2 cas. L'une qui était accessible physiquement, mais où on l'a oublié dans l'ascenseur pendant 15-20 minutes, et une autre qui n'était pas accessible physiquement, mais où dès que j'ai mis les pieds sur le pied de la gare, les agents étaient là pour me proposer un fauteuil roulant et me ramener de famille. Et de mon expérience, ça a été beaucoup mieux dans l'endroit qui n'était pas accessible physiquement. Donc je voulais juste vous dire que souvent ça passe par du contact humain, par des choses très basiques. Vous avez une personne qui n'est pas capable de suivre parce qu'elle est sourde, et bien quelqu'un peut se poser à côté d'elle, le papier, c'est pas la même chose que génial qui puisse exister, mais il y a des choses qui sont possibles de faire selon les moyens de chaque organisation, que ce soit associative, que ce soit une entreprise. Merci beaucoup, madame. Pour rebondir sur ce qui a été dit, j'aimerais rejoindre le point tout à l'heure sur l'auto-emploi. En fait, il y a les 2 volets, c'est soit l'entrepreneuriat, c'est soit la croissance. Ce qui est très important, c'est que ça doit être un choix que fait la personne concernée. Ça, c'est très important.
On a l'exemple de Sama qui est parmi nous aujourd'hui. Depuis son enfance, son rêve c'était de créer un centre de cours de soutien. Depuis le départ, elle a l'intention et la volonté de s'orienter au d'emploi. Donc on l'a accompagnée dans ce sens. Aujourd'hui, elle a créé son centre de cours de soutien et elle développe cette activité. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait un poste d'accompagnement. Ne pas se contenter de donner de l'argent, de financer et puis s'arrêter là. Parce que les difficultés du monde se réunissent au niveau du démarrage du lancement de l'entreprise. Et donc, il faut accompagner 1 an ou 2 ans l'entreprise jusqu'au moment où il atteigne un stade, on va dire, une phase de croissance. Et donc là, on peut devenir autonome. Sur l'emploi salarié aussi, donc ça doit être l'intention de la personne. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit que voilà, les personnes handicapées, on va les orienter dans l'emploi, on va les avec leur propre revenu, et c'est bon, on va résoudre le problème. Non, notre emploi ne doit pas être une alternative à l'emploi salarié, mais un choix que fait la personne. Merci. Je voudrais, par rapport à 2 choses importantes, c'est qu'on voit les personnes handicapées, mais aussi le premier projet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont là pour satisfaire les besoins de ces personnes handicapées. Donc, il ne faut pas oublier ces personnes-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui vont venir assister. C'est pour ça que on est en train de former des gens dans des différents métiers pour donc un certain nombre de personnes qui vont assister ces personnes handicapées. Pour je reviens vers la création d'activités pour l'auto-emploi, une chose importante, c'est que quand on prend une personne handicapée ou autre, on fait du coaching depuis l'idée du projet, on accompagne jusqu'à la création de son entreprise et au-delà de sa création d'entreprise. Donc, avec l'entraide nationale et l'ADS, notre programme ne s'arrête pas à accompagner de façon personnalisée avec chaque personne. Donc, on va jusqu'à la création d'entreprise et on assiste pour que les débats dans Merci beaucoup. De conclure un plan d'action et un plan de communication sur ces arts pour avoir une chance à ces jeunes, pour avoir une place dans la société. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours qu'il n'y a pas un travail de complémentarité entre les institutions, soit étatiques, soit secteur privé, soit associatif. J'ai lancé cet appel pour avoir de retour par ces organismes et travailler ensemble. Dans le domaine de leur action, dans le cadre des actions qu'ils font pour encourager l'employabilité des handicapés. Mais le besoin est immense, comme ça a été dit dans l'intervention. Alors, nous, à la CGM, on a l'habitude de participer à des conférences comme ça, des congrès. Le plus difficile, comme vient de le dire Mme Alaoui, c'est assurer le suivi. Assurer le suivi de ces actions. Donc nous proposons que ce comité qui s'est réuni, Mme Bercy, je parle à Mme Bercy, de créer un comité où nous, la CGM, nous avons pour assurer de se réunir régulièrement pour faire avancer la recommandation de ce congrès. Sinon, ça va être un congrès comme tous les autres congrès et on passe et on saute. Nous avons fait l'exemple aujourd'hui pour l'innovation. Donc nous travaillons avec les universités, avec le centre de recherche, la CGM, et on a un suivi. Et avec ce suivi, on va faire bouger un peu les lignes, parce que les intervenants sont multiples. Il y a les associations, il y a les entreprises, il y a les institutions publiques, il y a les ministères, il y a le gouvernement. Donc pour réussir, comme a dit monsieur au niveau de la stratégie, c'est une stratégie. Et depuis longtemps, donc ça peut se résoudre à l'issue d'un congrès comme aujourd'hui, s'il n'y a pas de suivi. Donc, madame, si vous avez la lourde tâche, et je voudrais, s'il vous plaît, applaudir madame le président. Je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est pas proposé ni samedi, ni dimanche, ni de jour, ni de nuit. J'en ai eu des messages le jour et la nuit. Je me suis dit, je ne peux pas rater
Je vais y aller. Vous avez une réunion en Parlement, mais je me suis dit je vais y aller parce qu'elle est super motivée et il faut qu'on l'encourage. Merci beaucoup. Je suis heureuse parce que l'Université de 25 m'a donné la chance de réaliser mes rêves. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais pas une difficulté de départ. Je plonge, je fonce dedans. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que à chaque fois que je mobilise les personnes qui sont aujourd'hui, ça m'a fait plaisir puisque ce patron a laissé beaucoup de tâches, tout le monde là. Il y a même des gens qui ont annulé des réunions importantes pour venir assister, ça m'a fait vraiment plaisir. Une promesse. Une promesse, c'est que avec la petite structure que je chapeaute depuis 2009, je ne lâche rien. C'est-à-dire que le CAIOS, c'est une structure qui travaille 7 jours sur 7 parfois, parce que même avec les formes d'orientation et tout ça, on est même le dimanche sur le terrain. C'est un centre qui offre beaucoup de services aux étudiants, à tous les étudiants, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est fait pour les étudiants, il est géré par des étudiants. Donc moi, je n'ai pas vraiment d'équipe professionnellement ici, mais j'ai des étudiants qui sont là pour m'accompagner dans cette mission honorable. Je suis très contente parce que tout simplement, le Maroc, c'est un pays du monde, mais la question de handicap n'est pas uniquement réservée au Maroc. C'est vrai qu'au Maroc, comme a dit tout à l'heure monsieur, dans notre culture, il y a cet entretien, ce soutien des personnes dans toutes les familles, et nous n'avons jamais senti une lourdeur. C'est vrai, c'est difficile de s'occuper d'un nombre de personnes qui a des difficultés, mais nous finissons toujours par vaincre les difficultés. Donc merci à tous. En tout cas, la cellule, dont on a parlé tout à l'heure dans le discours de M. le Président, avec aussi la recommandation de M. Bahani, la cellule humaine. Pour moi, je suis dedans, je sais que tous mes amis qui sont là sont dedans. Alors, tous ceux qui veulent partager avec nous cette expérience, on va disons, la faire ensemble. Moi, j'ai un petit souci, un petit problème, c'est que je suis un peu indisciplinée. Pourquoi indisciplinée? Je n'entends pas les lois, les autorisations, l'administration d'un étage à un autre, d'un bureau à l'autre. Je fonce dedans. Alors, ceux qui veulent être indisciplinés avec moi, voilà, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que quand il s'agit de l'administratif, etc., ça ralentit le rythme. Et personnellement, on n'a plus le droit de bouger à part. Il faut vraiment être un soldat en alerte. Et moi, je suis soldat en alerte et j'ai besoin de soldats en alerte pour faire partie avec moi. Voilà. Merci. Je remercie toute l'assistance, je remercie les étudiants, je remercie le comité d'organisation, je remercie notre président que j'ai harcelé pendant cette période. Alors là, je lui envoie un message à 5h du matin, il m'envoie à 5h30. Alors voilà, quand je l'ai vraiment harcelé, qu'il soit vivement remercié et ne vous inquiétez pas parce qu'il a beaucoup d'autres choses à régler. Alors, avant de finir, nous avons 2 trophées. Donc, un trophée qui va être attribué à l'association marocaine de la relation client pour les différentes tâches et les différents exploits qu'il fait avec nos étudiants. Alors, M. Hassana, s'il vous plaît, envoyez le nom de donner ce trophée à madame. Madame. Alors, une photo, s'il vous plaît. Voilà, donc l'Université de Marseille pour ce trophée.
merci beaucoup.